C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Je vais poser la question à tout le monde. Le pronostic, tiens, Laurent. Je dirais un match nul. Moi, je vois un match nul avec des buts de partout. 2 partout. Guy. 1 partout. Pour toi, Manu. 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. Et alors là, moi, c'est vraiment le match où je suis incapable de faire un prono parce que ça peut aller en sens. Philippe, tu nous le demandes. Allez, je vais le jouer. Allez, un peu chauvin. Vas-y. Allez, 1-0 pour le PSG. 2-0 Arsenal. 2-0 Arsenal. Des Gunners qui s'imposent 2-0 ce soir face au Paris Saint-Germain. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Alors ça s'appelle commencer par un tacle, les 2 pieds décollés du sol, en avant. Alors avant de présenter tout le monde, nos hommages à Maxime, notre réalisateur et pronostiqueur en chef, parce qu'on doit l'avouer, on s'est tous plantés la semaine dernière, les gars. Salut Guy Carlier. Bonjour à tous. Et oui, puis en plus, il nous met bien le nez dans notre caca. Non seulement c'est le double effet. Kiss pas cool. Non, kiss pas cool du tout. Là, retaillé aussi, là. Bonsoir Philippe, je pense que je suis la plus grosse victime de ce début d'émission, parce qu'avec mon... C'est quoi, c'était 3-1 3-1 pour le PSG. On va dire que j'étais optimiste. On va voir le tu me verre diras, moitié plein. sans Donnarumma, pourquoi pas, hein. C'est vrai. J'avais pas ce facteur en tête. Alors ça, il aurait fallu marquer des buts. Maintenant, vous savez une chose. Pour les prochaines émissions des vraies voix du foot, le pronostiqueur qu'il faut impérativement écouter, c'est Maxime Sénat. Ah bah j'ai l'impression du coup. Et je fais même mon mea culpa. Je me suis aussi planté. Tiens, Guy, tu nous fais le sommaire ? Bah oui, bien sûr, oui. Je suis impatient franchement de donner le sommaire à nos auditeurs. Sommaire magnifique aujourd'hui, puisqu'on va commencer par Monaco, leader de la Ligue 1. Et puis évidemment, on parlera de la séquence internationale qui s'annonce. Et là, je vous sens inquiet, amis auditeurs. Bah oui, si vous nous écoutez, c'est que vous aimez le foot et vous vous dites « Oh putain, c'est vrai, c'est la semaine des matchs internationaux de la Ligue des Nations. Israël-France, jeudi, Belgique-France, lundi prochain. Tiens, rien qu'à prononcer le nom de la compétition, la Ligue des Nations, je baille. » C'est vous dire. Mais restez avec nous parce qu'on a des choses passionnante à vous dire sur le plan international. Évidemment, pas sur la compétition, mais sur l'équipe de France et sur les joueurs à qui je voudrais commencer par rendre hommage. Car même si l'équipe de France, en général, perd peu à peu son statut, sa popularité, rendons hommage aux joueurs qui ont plus que jamais l'amour du maillot. Et l'amour du maillot, c'est important. La première fois où je suis allé voir l'équipe de France au stade, je me souviens de l'entrée des équipes sur le vert de la pelouse, ces maillots bleus, cet alignement de maillots bleus, ça contribue au plaisir. Mais il y a aussi l'amour du maillot civil, si j'ose dire, c'est-à-dire la tenue des joueurs pendant les déplacements. Et à cet égard, je me souviens d'avoir vu, il y a quelques décennies, les joueurs du Milan AC qui venaient affronter le PSG au parc, sortir du Plaza Athénée, l'hôtel avenue Montaigne, déambuler, avenue Montaigne, chemise de soie blanche, costume Dolce, Versace, Armani, la classe italienne, jusque dans les nœuds des faits, des cravates du club. Putain, quelle allure. Oui, on a le droit de dire putain, ça a de la classe même quand on parle des Italiens. Quand ils entraient sur le terrain, pareil, la beauté du maillot du Milan AC, avec ses rayures rouges et noires, et puis surtout, ils le portent bien, le maillot. C'est important de porter un maillot. Des joueurs qui le portent mal. Vous voyez, par exemple, avez-vous vu déjà un joueur du Milan AC avec l'allure de Palois, le Nantais? Il porte son short à la Chirac, remonté sous les aisselles. Alors, comme il trouve que c'est pas assez classe, il remonte le bas du short façon barboteuse. Enfin, c'est extraordinaire. Et lui, il a l'amour du short. Non, vous avez compris que le match international le plus passionnant se joue désormais hors du terrain sur les tenues. Et là où les Italiens régnaient en maître, les Français ont décidé de rattraper leur retard. Et l'arrivée des joueurs à Clairefontaine ressemble à la Fashion Week. Alors, je veux pas jouer au vieux con. Je me souviens de l'époque des sarcasmes de mes parents lorsqu'à 20 ans, on portait des Shetland, des pattes d'Ef et des vestes d'officiers d'armée des Indes façon Sgt Pepper's. Mais avouez qu'on a beaucoup ri en les voyant débarquer des voitures de luxe à Clairefontaine. Le seul problème, c'est que pour les joueurs, l'amour du maillot, c'est celui des maillots streetwear. C'est la marque Unkud qui est à la cote, je vous le signale, avec la capuche qui va bien. Alors, je n'aurais pas la beaufrie de me moquer des talons de Condé ou du sac recouvrant le visage de Konaté, comme si Deschamps l'avait kidnappé à Liverpool et allait demander une rançon au club pour le rendre. Mais rions de ce défilé grotesque pour ne pas pleurer de l'irrésistible décadence de l'équipe de France, rongée par le cancer du fric. Bravo Guy Carrier. Alors vous avez le menu, le plat de résistance du soir, c'est l'équipe de France. On va conclure avec un invité exceptionnel pour le dernier quart d'heure. C'est la décision de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça va changer
pour les joueurs et pour les clubs en termes de transfert avec un invité donc exceptionnel, Jean-Pierre Bernès, agent de nombreuses stars du football. Et on va commencer par l'AS Monaco, mais je crois que tu voulais dire quelque chose à Guy. Oui, non, je mon veux cher pas faire Emmanuel. le vieux con, surtout que j'ai encore moins l'excuse de l'âge que vous. Mais c'est vrai que non, ça devient un peu ridicule, mais on peut aussi comprendre que c'est une autre génération qui est d'ailleurs encore plus jeune que la mienne, qui a aussi ce côté sur les réseaux sociaux, sur l'image de soi. Et moi, je trouve qu'il y a une solution assez simple pour régler la question. C'est ce qu'on fait en catégorie jeune, c'est le survêtement de l'équipe de France qu'on impose aux jeunes et qu'on pourrait imposer aux joueurs qui était d'ailleurs imposé aux joueurs il y a encore 20-25 ans, qui pourrait être une solution. Mais voilà, je vais pas plus taper que ça. Guy, avec sa belle plume, a bien résumé la situation. Honnêtement, vous avez vu, c'est ce que je dis. On passe très vite pour un vieux con. Alors, c'est ça. Rions, mais jusqu'au moment, assumons notre rôle de vieux con, mais n'allons pas plus loin que ça. T'as dit une cut au lieu d'un cut, qui était déjà une belle déclaration de vieux con. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on va commencer par la Ligue 1, les amis. Parce qu'il y a quand même une surprise. Le PSG n'est pas premier. Le premier, c'est le club de la Principauté, l'ASM. Et on a Nicolas, supporter, parmi les supporters de l'ASM, qui est avec nous. Bonsoir Nicolas, vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, c'est comme pour les vraies voix du foot, c'est le 0826 300 300. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Bonsoir à tous. Bonjour Nicolas. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais parié sur le Monaco premier au bout de cette journée? Alors, objectivement, j'aurais envie de dire non, mais je sentais plutôt bien cet effectif-là à la vue de ce qui s'est passé à l'intersaison. Et je sentais un groupe fort pendant la préparation, etc. Donc, peut-être pas premier, mais en tout cas très très bien placé. Et en citant le PSG, oui. Si on dit très bien placé, c'est dans le top 3 comme l'an passé. Oui, mais très proche du PSG. Je nous voyais vraiment très proche du PSG en début de saison, ouais. Emmanuel. J'en avais parlé, je crois que c'était dès la première émission. C'est vrai que je trouve que le mercato était très malin. À part Ben Yedder, il n'y a pas de départ majeur. Il y a les arrivées de Kerrer, Camara, Mawissa qui sont des titulaires. Donc c'est-à-dire qu'on met des titulaires, ceux qui étaient là l'année dernière. Qui n'avait pas toujours été au top au Paris Saint-Germain. Non, mais qui est devenu capitaine, qui est un cadre aujourd'hui de l'AS Monaco. Oui, c'est vrai. Qui a marqué plusieurs fois. Totalement. Et là, on sent qu'il y a une profondeur de banc du côté de Monaco. Ça se challenge. Il y a Adi Hutter qui a été prolongé. Je trouve que c'est très bien qu'on laisse un peu de temps. L'entraîneur. Voilà, Adi Hutter, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui a été un peu contesté l'an dernier. On lui a laissé du temps et c'est un choix payant. Donc c'était quelque part un peu prévisible, mais mine de rien, 6 victoires, 1 nul en 7 journées, ça reste une sacrée performance de Monaco. Toi, t'es un supporter de Monaco, toi, un vrai supporter. Et historique de Monaco. Vite fait, dans les années lointaines, 60, il y avait 2 clubs dont les mômes étaient supporters. C'était Reims, qui avait été finaliste de la Coupe d'Europe, et pour les Parisiens, le Racing. Donc dans les lycées, les collèges, ça se disputait là-dessus. Il y avait une 3e équipe, c'était Monaco, où jouait un certain Carlier, que je ne connaissais pas, mais dont je disais que c'était mon oncle. Et les mecs au lycée m'appelaient Monaco tellement j'étais. Et j'ai réalisé un rêve 45 ans plus tard. J'ai fait revenir ces mecs. Ils ont fait le doublé en 63. C'est une équipe soyeuse. Et juste pour revenir à l'actualité, Monaco, ça a toujours été une équipe soyeuse. Il y a eu 3 époques. Le doublé des années 60, ensuite les années 80 avec Glenn Hoddle, etc. Il y a toujours eu Marc des joueurs comme Hatley, ça. etc. Voilà. Et Marc Hatley. Et puis, évidemment, les années Deschamps. Donc les années Wenger en 80 et les années Deschamps où ils font la finale en 2004 contre Porto avec Morientes, Dano Percho, Giuli, Rotten, voilà. etc. Et où ils éliminent le grand Real Madrid et ils perdent contre Porto. Donc, et il y a toujours eu cette constante là, et on le retrouve avec Golovin, par exemple, Fabregas il y a peu de temps. Je suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel sur le banc. Je trouve que là, Ben Yedder est parti, notamment ils vont avoir un problème d'avancement parce que Ben Yedder est parti et Balogun s'est blessé. Ouais. Oui, c'était jusqu'à la blessure de Balogun, t'as raison. Ouais. Et là, et puis c'est pareil, au milieu du terrain, on a vu quand Golovin a été blessé assez longuement, qu'il y avait une petite faiblesse. Ils sont un peu tributaires et je trouve que le banc est un peu léger. C'est la seule restriction. Pour le reste, j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup son jeu, j'aime beaucoup Adolphe Hitter parce que c'est Adolphe son vrai prénom. Adi, c'est le diminutif d'Adolphe. Oui, c'est difficile à porter quand même. Oui, c'est clair. Bon, et ce sera coupé et monté. Et je pense qu'il y a aussi une surprise là-dedans, c'est que PSG ne soit pas premier. Ah, ça c'est quand même une surprise. Est-ce que c'est Monaco qui est à la hauteur et le PSG qui ne l'est pas?
pas, ou est-ce que Monaco, cette saison, est supérieur au PSG pour toi, Nicolas? Et surtout, il y a la question qui a été préparée, la profondeur de banc, parce que vous êtes exactement, vous les Monégasques, sur le même plan que le PSG, à jouer Ligue des Champions, Ligue 1 et à venir, à partir de janvier, Coupe de France. Alors, je voudrais juste, si c'est possible, parler d'un point divergent que j'ai avec Guy Carlier. C'est concernant Golovin, parce que justement, donc effectivement, Golovin est un excellent joueur, etc. Mais en ce début de saison, il est peut-être le joueur le plus en méforme de l'effectif. Oui, parce qu'il ressort d'une blessure, absolument. Il revient à son niveau. Oui, mais justement, ça veut dire que Monaco a quand même une marge de progression par rapport à Golovin, qui n'est pas du tout en forme à l'heure actuelle, et Minamino non plus n'est pas en grande forme. Ce qui fait que l'équipe marche sans ces deux joueurs-là. Ouais, c'est ça, c'est que pour l'instant, tu as Akliouche et Ben Seguir qui font le taf, et on peut imaginer quand même que compte tenu du potentiel déjà prouvé de Minamino et Golovin s'ils reviennent en forme, ça peut être quand même extraordinaire d'avoir ces 4 joueurs sur quasi 2 postes ou 3 postes. Ça, c'est la divine surprise. Excuse-moi, je te coupe, mais je te redonne la main tout de suite, parce qu'il vient de faire une parenthèse sur les jeunes qui sont magnifiques à voir jouer. J'ai l'ouverture de Ben Seguir sur le dernier match. C'est des joueurs de ballon, des jeunes, ils sont beaux, ils sont... Monaco a toujours eu des l'élégance monégasque et je trouve que la relève est assurée. C'est pas seulement des transferts malins et riches, il y a aussi ce pouvoir donné à la jeunesse. Oui, Nicolas. Ah oui, c'est le pouvoir de la formation en ce début de saison qui cartonne, et d'ailleurs on a vu que c'était également la formation qui marquait, qui ouvrait le score contre le Barça, donc c'est quelque chose de très positif pour le club qui mise énormément dans son centre de performance, donc on voit que les fruits sont là. Après, concernant le départ de Ben Yedder, je pense aussi que ça a libéré des joueurs comme Balogun qui revient très bien, alors que l'an dernier il était quasiment en encéphalogramme plat. Mbolo va revenir et lui aussi est en méforme en début d'année, ce qui veut dire qu'il y a encore là aussi un point potentiel de progression. Un point potentiel de progression. Et Zakaria qui au milieu de terrain est extraordinaire et qui justement est libéré par le fait qu'il soit capitaine. Et également par le départ de Fofana qui le bridait peut-être à des postes qui ne lui convenaient pas. Et il est hyper complémentaire avec Camara d'ailleurs au milieu de terrain. Tu l'as déjà un petit peu abordé le match face au Barça qui est le premier vrai test, parce que c'est vrai qu'on parce que taper le Barça, faut quand même le faire. Hein. C'est jamais en 7 journées, anodin, 6 victoires en nul en championnat, c'est super. Après il y a quand même un calendrier qui était plutôt favorable. C'était un peu le premier gros test, si tant est que Lens, le match nul contre Lens, j'estime que c'est un petit Lens, donc c'est pas un gros test. C'était le premier gros test contre le Barça. Est-ce que toi ça te permet de te projeter dans cette Ligue des Champions et où tu vois jusqu'où Monaco peut aller pourtant dans cette compétition? Alors, je pense que l'objectif de l'ASM est de figurer parmi les 24. Je crois que c'est les 24 premiers qui est qualifié pour les tours suivants. Oui. Donc, je pense que l'objectif devrait être atteint, sauf si Monaco, sauf si il se plante sur la suite. Mais je pense quand même qu'en revenant à 2-2 dans un match de water-polo, et c'est dans des circonstances qui sont assez cataclysmiques, le match pour moi n'aurait jamais dû avoir lieu. Surtout que Monaco a vraiment joué au ballon au sol, donc dans des circonstances pareilles, c'est juste pas possible. Et la victoire face au Barça, effectivement, donne énormément d'espoir, que ce soit pour la Ligue des Champions, mais aussi pour la Ligue 1. Nicolas, on garde tes coordonnées parce qu'à mon avis, on va beaucoup reparler de Monaco cette saison, déjà en Ligue des Champions. Et je sais pas, moi, le coup de 2017 où ils avaient coiffé le PSG en remportant la Ligue 1, je me dis que ça pourrait peut-être arriver en 2025. Merci à toi, Nicolas. Merci, comment on dit en monégasque? Daguemounégou, c'est ça? Daguemounégou, c'est bien ça. Absolument, ce qui veut dire aller Monaco dans la langue de Monaco, même si à Monaco, tout le monde parle français. Allez, là, on va passer sur la Fashion Week footballistique, mais pas que. On va parler de Mbappé, on va parler de Griezmann, on va parler de l'équipe de France. Et vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio. Et ils sont toujours là, Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Senna. Après Monaco, on revient en France. Oui, parce que Monaco, ça joue la Ligue 1, mais c'est un État indépendant. Une principauté, vous le savez, le club de la principauté, que les Français aiment beaucoup d'ailleurs, comme Guy Carlier. Et tout de suite, on va parler de cette équipe de France qui, après-demain, va jouer en Hongrie contre Israël et
lundi, ira en Belgique contre la Belgique, bien évidemment, une Belgique qu'on avait battue. Les Israéliens, on les a pas encore rencontrés dans cette poule de Ligue des Nations. Et il y a un nom qui revient tout le temps en ce moment, c'est Mbappé. Villarreal, oui. Israël et la Belgique, non. Emmanuel. Oui, j'ai été, comme beaucoup, surpris par la non-venue d'Mbappé et surtout le fait qu'il joue 70 minutes dans la foulée avec le Real face à Villarreal. Alors on peut voir le cas Mbappé juste via Mbappé. Moi je trouve que le problème est beaucoup plus global que ça et c'est surtout la non-réaction, que ce soit de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, qui est personne pour dire à Mbappé non, en fait tu viens parce que visiblement tu es en état de venir, surtout là que tu viens de jouer face au Real, qui est personne pour lui répondre. Et ce qui me dérange un petit peu dans cette équipe de France, pour moi c'est un vrai problème institutionnel, c'est qu'il y a trop de politique dans cette équipe de France. On a d'un côté Didier Deschamps qui a la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, qui est prêt à tout pour rester jusqu'en 2026, quitte à courber les chines face à Kylian Mbappé, ce qu'il a fait là. Philippe Diallo qui voit sur les mois à venir sa réélection et il se dit oulalalala, il y a beaucoup de soutien de Didier Deschamps au sein de la fédération, je vais surtout pas prendre le risque de les brusquer, donc je maintiens Didier Deschamps. Et surtout il n'y a plus aucun leader. On disait on a perdu Lloris, on a perdu Giroud, Varane, Griezmann, il n'y a plus aucun leader pour dire à Mbappé écoute en fait tu viens, c'est-à-dire que nous on a besoin de toi dans le groupe. Et cette absence de leader m'inquiète et je suis, pour tout vous dire, quand même très pessimiste pour l'avenir de l'équipe de France à court terme. Guy Carlier. Alors je partage totalement ce pessimisme sur l'avenir de l'équipe de France. Le problème de Mbappé, on le comprend bien, c'est que quel que soit le niveau de pression du Real Madrid, il a cédé à ça parce qu'il a quelque chose à prouver au Real. Il n'est pas au mieux, ça commence à jaser chez les supporters du Real, etc. Donc il veut pas se mettre en porte-à-faux et il a fait un choix. On parlait de l'amour du maillot, c'est de choisir le Real et de céder à leur pression, à mon avis, sans trop d'efforts. Et effectivement, après, Deschamps arrange les bidons par de la com bidon auquel on ne croit pas une seconde, mais... c'est vrai, où est le pouvoir? Où est le pouvoir? Mais où était le pouvoir quand on a nommé Mbappé capitaine de l'équipe de France? On a parlé, vous avez vu l'émotion qu'a créé le départ de Griezmann. Le mec fédérateur, on parlait vraiment d'amour du maillot profondément. Je veux pas faire le patriote à la con, mais voilà, c'était lui le capitaine. C'était lui moralement qui tenait l'équipe et qui était capable de la fédérer. Vous savez, Platini est allé à des rassemblements de l'équipe de France lorsqu'il était blessé, simplement parce que son aura, sa force, permettait au groupe de se sentir plus fort, même s'il ne jouait pas le match. Mbappé ne fait pas ça. Donc, il y a un réel problème. Il est un peu comme ces joueurs de la NBA. Enfin, c'est que de la performance personnel statistique. Ouais. Alors voilà, il est capitaine comme il rêve d'avoir un ballon d'or, mais la case capitaine de l'équipe de France est cochée comme l'est une coupe de la Ligue, comme l'est n'importe quoi. C'est pas du tout la même chose. On est au 0826 300 300, Ludovic, supporter historique de l'équipe de France, on va dire ça comme ça, mais on est tous ici des supporters historiques de l'équipe de France. Salut Ludovic. Non, pas vraiment. Moi. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Mbappé? Parce que c'est quand même l'affaire Mbappé, on en parle beaucoup, hein. Je suis adhérent d'un des groupes de supporters, les Baroudeurs du Sport, et en fait, ce qui se dit dans nos assos, même avec les IF, etc., c'est qu'il fait pas l'unanimité. On est tous OK pour se dire qu'il aurait dû, alors qu'il allait le récupérer dans 3-4 ans, il n'y a pas de souci, laisser le brassard à Griezmann. Et puis, c'est pas une référence. Donc du coup, là, on se dit aujourd'hui que Mbappé... alors c'est pas que le problème vient de lui, mais on sent un petit vent négatif tourner dans cette équipe de France. Et c'est vrai que après Mbappé, c'est l'image. Donc on est tous là à lui demander dès qu'on le croise des selfies, etc. Mais après il faut être aussi un petit peu raccord. Pour nous supporters, on peut pas avoir la Mbappé mania et puis ensuite lui cracher dessus quand on le voit sur les matchs en équipe de France. Donc c'est un petit peu tout le paradoxe. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec, comme vous avez dit, au Real, où il a quand même quelques trucs à prouver. En plus, les affaires avec le PSG, et puis ensuite avec l'équipe de France. Mais en tout cas, on sent que même nous, quand on fait les déplacements, etc., il y avait de moins en moins de joueurs qui venaient. Ça c'est pour vous donner un petit peu le contexte dans les stades, qui venaient nous saluer. Les derniers, on va dire historiques, sont partis, à savoir Grisou et puis Olivier Giroud sur l'Euro, dernier match en date. On sait.
pour moi, je vais pas parler de ce que je connais pas, je suis pas dans le vestiaire, etc. Mais quand vous dites effectivement que c'est très politique, maintenant, on sent qu'il y a vraiment énormément de calculs et que l'ambiance peut-être elle délite un petit peu. On parle même pas de Deschamps. Voilà, il y a des choses peut-être qui s'annoncent pas très marrantes. Maxime veut réagir, Maxime Sénard. Est-ce que le problème c'est réellement Kylian Mbappé dans cette histoire? Parce que lui, on le sait, il gère sa carrière comme il l'entend. Il veut pas entendre les avis différents. Il a voulu toujours aller au Real. Il veut réussir au Real. Moi, ça me dérange pas qu'il rate ce rassemblement, par exemple, Kylian Mbappé. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'institution équipe de France qui est au-dessus de tout? Mais est-ce que le problème n'est tout simplement le problème, est-ce que c'est pas tout simplement la com Deschamps et l'équipe et la Fédé qui tout simplement dit OK, on le laisse s'installer au Real, on le prend pas sur ce rassemblement-là et on peut tester d'autres jeunes aussi. Je suis d'accord. On sait qu'il aura sa place quoi qu'il arrive, Kylian Mbappé pour la Coupe du Monde. Max, je suis d'accord avec toi. Je te retourne la question. Est-ce que et sur la com de Deschamps, on est totalement d'accord. Sa réponse n'a franchement aucun sens et va à l'encontre de tout ce qu'il faisait jusqu'à présent. Si c'était pas Mbappé, est-ce que ça aurait été accepté? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on peut accepter quelque chose d'un capitaine qu'on n'accepterait pas des autres joueurs en termes d'exemplarité? Est-ce que effectivement il est capitaine sur le papier, mais le vrai capitaine était mais il est capitaine Griezmann. Sur le papier, il a le brassard et c'est lui qui échange les faillons au début. Non mais ce que demande Maxime, la question qu'il pose, il parle pas de Mbappé, il dit il demande où est le pouvoir. Ah mais oui, mais le pouvoir, il n'est pas dans le staff, il n'est pas à la Fédé. On sait pas où il est. Et on ne sait pas où il est. Et parce que, comme disait Emmanuel, chacun a ses préoccupations électorales au niveau de la Fédé. Et alors, Deschamps est terrorisé à l'idée que Zidane puisse devenir... tout sauf Zidane, quoi. C'est incroyable. Et donc, une communication qui va uniquement dans le sens de leurs intérêts électoraux. Surtout un des arguments, on le sait après coup, majeur sur le fait, au-delà du fait qu'il voulait acheter la paix sociale en mettant Mbappé capitaine, c'est qu'il était quand même connecté à la nouvelle génération avec qui il partageait beaucoup de codes. Et ce qui ressort aujourd'hui, c'est que les nouveaux leaders, les nouvelles têtes montantes en équipe de France, c'est Rabiot, c'est Camavinga et c'est Mike Maignan. C'est-à-dire que c'est même plus Kylian Mbappé, c'est pas Kylian Mbappé, c'est ceux de sa génération qui prennent un pouvoir. Il y a une place à prendre, ils la prennent. Et Rabiot, aujourd'hui, c'est un des leaders, un des joueurs qui a le plus de leadership au sein du vestiaire. Donc c'est quand même intéressant de voir comment le pouvoir commence à se répartir déjà pour la suite. Mais Ludovic, l'équipe de France, c'est une institution. Est-ce que ça devrait pas être au-dessus de tout? On se rend compte finalement que quelque part, les giga-clubs, parce que le Real Madrid, c'est même pas un méga-club, c'est un giga-club, sont pas devenus aujourd'hui plus puissants que les équipes nationales. Et désolé, mais l'équipe de France, c'est quand même une grande équipe nationale. C'est pas compliqué. L'analogie, on l'a fait avec l'équipe de France de foot au JO. Et on a vu tout le mal qu'a eu Thierry Henry pour composer son équipe. Donc après, là, effectivement, c'est les dates FIFA, c'est l'équipe de France A, mais ça date pas d'hier. On se rappelle de 2010, Naïsna. On sait toujours que l'institution, comme vous dites, n'est pas au-dessus et qu'on doit gérer et composer avec des problèmes, avec des égos dans le vestiaire. Et du coup, là aujourd'hui avec Mbappé. Ensuite, Kylian, c'est pas. Enfin, vous avez raison de dire entre guillemets, c'est pas grave parce que il mettra son doublé peut-être en quart ou demi-finale de la Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis, Canada, Mexique. Et puis Dieu t'écoute. On sera tous à fond. Et puis non, mais c'est peut-être aujourd'hui, parler pour rien dire en tout cas, parce que de toute façon. On sait comment est fait le foot, comment est fait l'institution et les personnes qui la composent, même jusqu'à la Fédé. Et à partir de là, est-ce que nous on a un pouvoir, en tout cas, même si on suit l'équipe de France aux quatre coins de la planète, de dire le maillot bleu, respectez-le. Il y a des choses qui sont bien plus puissantes que ça dans le vestiaire à la Fédé ou même pour l'équipe de France. Ludovic, tu restes avec nous parce que Guy et Emmanuel veulent réagir, ainsi que Maxime. Tout le monde veut réagir et ça réagit encore justement au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'équipe de France. On va évidemment parler du remplacement de Griezmann, de comment ça va se passer, parce qu'il y a quand même 2 matchs et 6 points à prendre, ce qui n'est pas rien, surtout dans une poule de 4. Allez, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec Emmanuel Galasso, Guy Carlier, Maxime Sénat, supporters. On a 2 supporters de l'équipe de France désormais, Ludovic et Thomas. Et on parle de l'équipe de France. Tu voulais ajouter un mot, Guy, sur la faiblesse des institutions. Oui, je voulais dézoomer l'affaire Mbappé pour la mettre sur un plan plus général, parce que ce qui se passe avec Mbappé, ça s'inscrit, ce cas particulier s'inscrit dans un cadre général qui est la désaffection pour les équipes nationales au profit des clubs.
club. Mais ça fait longtemps que ça dure. Je me souviens d'Arsène Wenger, il y a une vingtaine d'années, 10 ans, qu'à terme, les sélections nationales n'auraient aucun intérêt pour les joueurs, car les clubs payent les joueurs, ne veulent pas de blessures, etc. Et on va vers ça de plus en plus. Et ça s'accélère incroyablement. Et donc Mbappé s'inscrit là-dedans. Et ça a été d'autant plus facile qu'on a un pouvoir institutionnel très faible. Très faible. Tu es Sachant d'accord ? que oui, l'amour des clubs, que ce soit en Italie, en Angleterre ou en Espagne, a toujours surpassé l'amour de la sélection. Absolument. Et le Real, c'est le bout de ça. C'est-à-dire que c'est dans un championnat, dans un pays où il y a une vraie passion pour le club et peu d'engouement pour la nation. Et dans le plus grand club du monde, qui est une institution tenue par Florentino Pérez, qui a aussi pas mal de pouvoir de persuasion, bon, mais forcément, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de polémique quand Rudiger, quand il demande à Rudiger de ne pas partir avec l'Allemagne, il n'y a aucun souci. C'est Florentino Pérez. En Espagne, il n'y a pas de polémique là-dessus. On dit c'est normal qu'il demande, c'est le Real avant tout. C'est vrai. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Alors on va parler du match, parce qu'il y a quand même 2 matchs, je le rappelle, et 6 points à prendre. Ce match contre Israël et ce match contre la Belgique, est-ce que théoriquement, même sans Griezmann, même sans Mbappé, on a vu la Belgique, c'était quand même très faible lors du match aller, et Israël, le pays a évidemment d'autres soucis en ce moment, et même si on a un mauvais souvenir d'Israël, on se rappelle 93, les éliminatoires de la Coupe du Monde aux USA, est-ce que théoriquement, si on joue à notre niveau, on ne doit pas prendre 6 points en 2 matchs ? Pour moi, je pense qu'on est quand même censé prendre les 6 points, parce que tout d'abord, on a une belle équipe, même sans Mbappé, même sans Griezmann. Et on a des jeunes comme par exemple Olysée qui remplace Griezmann, qui est il est à 6 matchs, il a fait 4 buts, 2 passes décisives, donc c'est une belle étoile montante. Donc je pense qu'Israël, il devrait pas trop y avoir de problème, mais je crois que le match est délocalisé en plus. Oui, on joue à Budapest, oui, en Hongrie. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, Belgique, nos amis belges, on les connaît. Sur les derniers matchs, on les a gagnés à chaque fois. Mais après, il faut faire attention. Après, on sait que, je crois aussi qu'il n'y a plus Lukaku ni De Bruyne. Je pense que ni Courtois. Ni Courtois, donc voilà, ça va faciliter la chose, je pense, pour nos Français, et je pense que c'est largement faisable. Et tu penses que Michael Olysée, il peut plus remplacer Griezmann que concurrencer Dembélé? Parce que moi, je voulais plus dans un profil Dembélé sur le côté droit. Moi aussi, plutôt un attaquant côté droit plutôt qu'au poste de Griezmann. Moi, je voyais une coucou remplacer Griezmann, parce que c'est le même genre. Oui, mais Olysée a plutôt à la place de Dembélé. On est d'accord. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Je sais qu'il a aussi il arrive souvent à rentrer dans l'axe, et je pense qu'aussi il pourrait avoir un bon jeu de créateur et pouvoir créer un jeu. Alors jouer en 10 serait peut-être compliqué, mais je pense qu'il pourrait quand même remplacer Griezmann, même si son poste de prédilection c'est sur un côté. Alors Ludovic, je crois que tu vas aller à Budapest, c'est ça, pour Israël-France? Ouais, on fait même le petit détour par Chypre pour suivre les espoirs le vendredi soir, et puis bravo, un vrai passionné. Là, c'est même un grand détour. Faut le faire en avion, parce qu'entre le bateau et le bus, sinon on n'arrive pas à l'heure. T'as quel GPS, Ludovic? Non, mais vous savez quoi, on sera pas nombreux à Budapest quand même. On joue dans la petite stade qui fait 9000 et quelques places. J'ai vu qu'il y avait quelques Hongrois qui avaient acheté des tickets. Après, c'est 50 IF, 30 Corsair et nous les 20 baroudeurs. Mais voilà, il y a mais c'est pas le même style que l'euro. Oui. Les voyages, les copains, l'apéro et voilà. Et est-ce que pour toi, ces 6 points, c'est vraiment le minimum syndical? On peut pas faire plus, je sais. Mais je le répète, la Belgique, ça a été très faible quand on les a joués. On l'a rappelé, ils sont en fin de cycle. Il n'y a plus Courtois, il n'y a plus De Bruyne, il n'y a plus Lukaku. Et est-ce que quelque part, si on fait le taf, même sans Griezmann, même sans Mbappé, on doit enquiller 6 points? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Thomas. De toute façon, on va pas parler de prétentieux français, puisque quand même on joue à Bruxelles. C'est pas, mais c'est vrai que vu le match qu'on a réalisé à Lyon, je pense que c'est 6 points aussi. Après, c'est vrai que par rapport aux Bleus, on n'a pas forcément, enfin en tout cas, je parle au nom de Didier Deschamps, de pression, vu ce qu'on a fait sur les dernières Ligues des Nations. On attend vraiment le tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, et peut-être qu'on aura un autre visage de l'équipe de France, et en tout cas d'autres discussions pour parler en vue de la Coupe du Monde 2026. Mais là, c'est vrai qu'on a déjà perdu contre les Italiens. Je ne sais pas ce qu'on peut espérer après pour la suite dans la Ligue des Nations. Les 2 premiers sont qualifiés, donc on peut toujours espérer une 2e place. 6 points. Après, on verra si on va rigoler après. On peut toujours finir premier. Oui. À Milan le mois prochain.
Je vais juste te dire quelque chose au cas où ça serait enregistré par Maxime pour qu'il nous le rebalance la semaine prochaine. Il faut se méfier d'un enthousiasme excessif parce que souvenez-vous que la dernière fois où il y a eu une séquence de 2 matchs dont le premier était France-Israël et où on s'est dit les deux c'est finger in the nose, on s'est ramassé bye bye le billet pour les USA. Il n'y a pas Ginola là, cette fois-ci donc ça. Oh c'est méchant ça. Il a dit il n'y avait pas Ginola ce coup-là, c'est méchant parce que il a porté un chapeau à mon avis un peu grand dans cette histoire. La question dont on parle, évidemment, Paul Pogba devrait pouvoir revenir à la compétition en mars prochain. Si jamais il trouve un club, ça devrait pouvoir se faire. S'il a un bon niveau, est-ce que vous voudriez le revoir revenir en équipe de France? Tiens, Guy. Oui, qu'il fasse très attention aux compléments alimentaires. Oui. Un accident est vite arrivé. Un accident est si vite arrivé. C'est dingue. D'ailleurs, un jour, on va lister toutes les excuses des joueurs. Je me rappelle de Guérin, après un match au Bayern, qui dit « Quelqu'un a dû mettre une merde dans mon Coca-Cola à la mi-temps. Je vois pas d'autres... » Alors que c'est juste du Coca-Cola. Ça suffit. La question sur Pogba, à partir du moment où la peine est réduite et qu'il l'a donc exécutée, et qu'il est en forme, il n'y a aucune raison. En plus, c'est un plaisir de le voir jouer. Sur le plan de l'émotion des mecs qui aiment le foot. Et de la technique. Et de ce qu'on a au milieu du terrain actuellement, ça serait un plus incontestable s'il est en forme. Tu penses pas la même chose? Oui, alors il reprendra en mars. A priori, c'est sur ce qu'on donc dit, avril. À partir d'avril, ce qui fera quasiment... Il faudra déjà qu'il joue un peu en club avant de revenir en équipe de France, théoriquement. Ça fera quasiment... Avril hors taxe. Quasiment 3 ans qu'il n'aura pas joué. Vraiment, je parle enchaîner les matchs à un niveau de compétitivité élevé. Il a 31 ans, il aura 32 ans à ce moment-là. On peut se poser la question en effet. On est déjà en mesure de vous dire, Info Sud Radio, qu'aujourd'hui entre les avocats de la Juve et les avocats de Pogba, un accord est en train d'être trouvé pour que ça s'arrête. Donc a priori, on met quand même au conditionnel, ce serait terminé entre Pogba et la Juve. Aujourd'hui, Pogba qui gagnait 10 millions est à 2 000 euros au salaire minimum depuis l'affaire du dopage. Donc lui, forcément, il n'a pas d'intérêt à continuer sur cette base-là. La Juve va pas repartir sur un contrat aussi pharaonique parce qu'il sait faire un petit peu attention aux finances. Ça veut dire qu'il serait libre? Ça veut dire qu'il serait libre de signer où il veut à partir de mars-avril. Peut-être que ce sera pour l'été prochain. Il peut se refaire une condition. Là, on est dans la science-fiction. Oui. Mais a priori, ça continuera pas avec la Juventus. Mais évidemment, la question se pose de dans quel état on va le retrouver. Et à l'horizon Coupe du Monde 2026, si on retrouve un Pogba avec des scies, comme on a eu un Kanté qui était intéressant à l'Euro, si on retrouve un Pogba cadre au milieu, je pense qu'il y a une place à prendre. Ah oui, il y a une place à... Oui, Guy. Le foot est plein de belles histoires. C'est vrai. Donc je trouve que ce serait une rédemption magnifique. Le mec qui a été sali, etc., qui a fait des conneries peut-être, probablement, qui a payé et qui revient à son plus haut niveau. Tu imagines ça? L'histoire serait belle. L'histoire serait belle. Thomas, si jamais... Alors, il y a beaucoup de conditionnels. Il revenait à son niveau, il trouvait un club, etc. Tu voudrais voir revenir Pogba en équipe de France? Mais moi, sincèrement, j'aimerais bien parce que quand je regarde la liste, alors il y a beaucoup de jeunes, donc c'est très prometteur pour le futur. Mais Pogba, ça reste un des cadres aussi de la Coupe du Monde 2018 aussi. Et je pense que ça ferait pas mal un peu d'expérience aussi à l'équipe pour rappeler à tout le monde un peu qui est qui. Donc moi, j'aimerais bien le voir revenir pour la Coupe du Monde 2026. Ludovic, toi aussi? Ouais, Thomas, même si tu as passé des gros trous d'air avec pas mal de difficultés au niveau expérience, tu penses que ça peut servir dans le vestiaire, le retour de Pogba? Thomas? Moi, je pense que ça peut être quand même pas mal parce qu'on l'a vu aussi à son discours, à tous ses discours qu'il a pu faire en 2018, même s'il était quand même plus jeune. Mais je pense qu'aussi au niveau vestiaire, ça peut faire du bien parce que pour le mental, Pogba, il est toujours présent à chaque fois et il arrive à motiver à chaque fois toute l'équipe quand c'est difficile, que ce soit à la mi-temps ou à la fin du match, à remotiver tout le monde. Guy, tu as parlé tout à l'heure des tenues vestimentaires de l'équipe de France. Dans ce domaine, Pogba, et comme pour les coupes de cheveux, il n'est pas mauvais non plus. Là, il peut apporter quelque chose. Il y a un autre domaine dans lequel il peut apporter quelque chose, c'est le retour des griots dans le vestiaire. Oui. L'équipe de France en a besoin. Je pense qu'on en est là. Donc s'il pouvait éviscérer un poulet ou des choses comme ça, ça serait pas mal. Et permettre à Mbappé à revenir au niveau de sa finale 2018. Comment vous le sentez, les gars, ces 2 matchs? Toi, tu les vois, les 6 points, Guy, ou pas? Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, sérieusement, tu sais bien qu'en foot, bien sûr qu'ils sont là normalement, mais tu sais qu'on peut très bien avoir ce scénario auquel on commence à être habitué. Mais je pense qu'on est quand même vacciné depuis 30 ans. Qu'on voit avec le PSG, avec ses passes latérales, avec ses passes entrées, avec ce manque d'envie, et le truc qui tourne mal, avec le contre dans le dos d'un défenseur trop lent, et voilà. Ça, c'est des scénarios qui peuvent arriver, qui arrivent à l'équipe de France, qui arrivent au PSG en ce moment, alors que ça ne devrait pas arriver à ces équipes-là.
Oui, pour revenir un petit peu sur les 23 sélectionnés par Didier Deschamps, il y a Zaïre Emery, Kolo Muani, donc on continue de sélectionner des joueurs qui sont pas en état de forme, mais on maintient l'idée d'un groupe, enfin d'un club nation. Mais il y a un joueur que je trouve intéressant, c'est avec l'absence d'Upamecano, l'arrivée de Loïc Badet qui est super bon avec Séville. Moi, je suis vraiment pas du tout convaincu par Konaté, et pour faire une paire avec Saliba qui a priori est devenu titulaire indiscutable, je pense que Loïc Badet a le potentiel pour jouer à ses côtés pour compléter bien plus selon moi que Upamecano ou Konaté, et je voulais avoir votre avis déjà Thomas et Ludovic, les gars. Pour commencer. Thomas. Mais alors moi Baldé, je trouve qu'il fait déjà un très bon début de saison à Séville, mais je trouve aussi que Konaté fait un bon début de saison à Liverpool. Après Baldé, il a jamais joué avec Saliba, je crois encore, si je dis pas de bêtises. Alors que Konaté et Saliba, eux, ont déjà joué plusieurs fois ensemble, donc aussi il y aura peut-être plus de Loïc Badet, c'est ses premières sélections, donc pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion de jouer en charnière avec Saliba. Ouais. Bon, on est d'accord que tu lui tires pas rigueur du masque vert de Clairefontaine. Ah, c'était original. Hein. Thomas. Et du coup, moi je pense qu'il y aura plus de facilité entre Konaté et Saliba parce qu'ils ont déjà joué ensemble, donc ça permettra une meilleure rotation. Prime à l'expérience. Ludovic, qu'est-ce que tu auras envie de voir sur le terrain ? Là, sur les derniers matchs qu'on a vus, et notamment sur l'Euro aussi, on a eu quelques changements de dispositifs, de joueurs. On va dire que c'est quand même pas mal tourné, comme un peu, par rapport à Didier Deschamps, de ce qu'il a pu faire quand il était, on va dire, dans ses petits souliers pour les compos d'équipe. Donc là, en plus, avec l'absence de Mbappé, le départ de Grisou, en défense centrale aussi, notamment sur les. Là, vous en parliez avec Baldé sur les titulaires, on a quand même pas mal de fois changé de charnière, il me semble, sur les derniers matchs, et pour autant ça n'a pas été ça a toujours été des tests, mais en tout cas qui ont été plutôt concluants selon moi. Je sais pas, on a des indications sur la compo d'équipe Pas pour le moment, non, c'est trop tôt. Ludovic, c'est toi qui es sur place, on compte sur toi pour les infos. Qui voudriez voir au milieu de terrain ? Bon, Zaïre Emery, je pense que c'est... Allez-y les gars, tiens, Thomas. Rabiot sera là, forcément. Ah non, il n'est pas dans le groupe, Rabiot. Non, Rabiot n'est pas dans le groupe. Rabiot n'est pas dans le groupe. J'aimerais bien voir Zaïre Emery déjà, pour essayer qu'il se réveille un peu. Sûrement Chouameni. Oui. Chouameni qui aime bien au Real Madrid, il commence à faire une bonne saison. Et celui que j'ai pas trouvé aussi mauvais, c'est Koné de Rome. Oui, Manu Koné. Et vous voudriez voir Nkunku à la place de Griezmann, quelque part entre un 9,5 et un 10, ou pas ? Oui, pourquoi pas, parce que je crois que c'est le poste aussi qu'il joue à Chelsea. Enfin, il joue en faux numéro 9, je crois, à certains moments. Oui. Et puis, il fait un bon début de saison. Il a déjà pas mal claqué, donc je pense que ça pourrait être aussi pas mal de le faire jouer en faux numéro 9. Ouais, moi je suis d'accord pour les deux premiers, même si je partage moins ton enthousiasme sur le début de saison de Chouameni, mais Zaïre Emery et lui, et un troisième milieu plutôt offensif. Et pourquoi justement pas Nkunku dans le rôle qu'avait Griezmann de libéraux du milieu du terrain, on va dire, libéraux milieu du terrain. Je voudrais vous poser une question. Quand on voit la liste des attaquants, moi je suis un peu inquiet parce que Barcola est pas en forme, Dembélé est pas le meilleur finisseur qui est. Pareil pour Thuram. Kolo Muani, pareil. Il reste Nkunku et Olise. Est-ce que quelque part, on n'a pas une attaque qui fait un peu peur, Emmanuel, en termes d'efficacité ? Si on part du principe que Deschamps va tenter des choses sur ces deux matchs, et notamment contre l'Israël, je pense que ça vaut le coup de tenter Nkunku en faux numéro 9, Olise à droite et Barcola à gauche. Je pense que pour moi, c'est le trio le plus attractif qu'on puisse mettre devant. Reste la question du milieu de terrain. C'est vrai que quand on regarde les sélections milieu de terrain, ça fait pas rêver. Moi, j'aime beaucoup Camavinga. Fofana, je trouve que ça reste une valeur sûre. Chouameni, beaucoup plus défenseur central que milieu. Pour moi, l'avenir se passe en défense centrale. Donc, il y a une vraie question en fait sur la composition du milieu de terrain. Moi, je suis plus inquiet, Philippe, pour le milieu de terrain que pour l'attaque. Alors, moi aussi. La question qui se pose, pour que Maxime Sénat puisse nous piétiner peut-être mardi prochain après les deux matchs, je vais demander à tout le monde ses pronostics. On commence pour Israël. Guy Carlier. J'avoue, là, c'est bizarre. 2-0 France. Emmanuel. 3-1 pour la France. On va prendre moins de risques. Dont un but Olysée. Oui, dont un but Olysée. Ludovic, pronostic pour Israël. Ludovic ? Oui, je sais pas. Est-ce que Camavinga, tiens, une petite surprise, il peut pas planter pour un... tu donnes les buteurs, toi, d'accord. Ouais, je sais pas. Allez, 3-1 et avec un but de Camavinga. 3-1 avec un but de Camavinga. Thomas, ton pronostic ? Moi, je verrais bien un petit 1-0 pour la France.
Oh oui, c'est pas. Et moi, je vais mettre un petit 2-0. Et allez, on conclut avec la Belgique. Guy, ton pronostic en Belgique? 0-0. 0-0. Ouf, Emmanuel. Un partout. Un partout. Ouh, Ludovic. Le 1-0 qu'ils vont chercher en galère. Voilà. Thomas. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Et allez, moi, je vais mettre également un petit 0-0 en Belgique. Et alors, là maintenant, on a les deux pronostics de Maxime, Voilà. parce que c'est le juge de paix. La parole Regardez au roi du pour la fin. pronostic. Moi, je vois 2 victoires, 3-0 face à Israël et 2-0 face à la Belgique. C'est dommage, c'était un super C'est pronostic dommage, il ce soir. s'est pas enregistré. Mais il s'est laissé griser par la semaine dernière. Ne mais c'est ce qui est vous, ne dommage. vous inquiétez pas, si je me suis trompé, il n'y aura pas de jingle la semaine prochaine. Ah bah On t'inquiète fait pas qu'on va confiance. les sortir. Merci beaucoup Ludovic et Thomas, supporters des Bleus. Merci beaucoup. Tout de suite, un invité exceptionnel, Jean-Pierre Bernès, qu'on ne présente plus, agent de star du football, que ce soit des joueurs, des entraîneurs. On va parler de la décision de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça change pour les joueurs? Qu'est-ce que ça change pour les clubs? Est-ce que c'est le plus gros bouleversement dans le football depuis l'arrêt Bosman? Eh bien écoutez, on va l'avoir avec nous. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio, c'est Les vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Senna et un invité exceptionnel pour parler de la décision de l'Union européenne, Guy, Jean-Pierre Bernès. Bah oui, d'abord parce qu'on voulait quelqu'un qui soit vraiment au top des connaissances en matière de transfert et de mouvement de joueurs. Et puis Jean-Pierre Bernès parce que c'est un coup de cœur. Et je sais, j'imagine que les gens qui nous écoutent peut-être peuvent avoir des préjugés ou des mauvais souvenirs. Et si j'ai insisté pour qu'il soit présent, c'est que c'est un homme bien qui a été embarqué dans un truc. C'est-à-dire que cet homme-là aimait l'OM, cet homme-là aimait le foot, et cet homme-là s'est retrouvé à la table du président de la République avec Bernard Tapie qui lui pinçait le cul en lui disant « T'as vu où je t'ai emmené ?» Et là, quand quelqu'un vous dit ça, vous le suivez au bout du monde. Et depuis ce jour-là, cet homme-là a cherché à retrouver l'honneur perdu auprès de ses parents, et il y est arrivé. C'est un homme que j'ai fréquenté en écrivant un bouquin sur Valbuena dont il était l'agent. Et j'ai regretté, au bout de quelques jours, d'écrire le bouquin sur Valbuena et pas sur Jean-Pierre Bernès. Salut Jean-Pierre, content de vous entendre. Salut Jean-Pierre. Bonsoir Guy. Bonsoir à tous. Merci Guy. Alors, Merci. mais j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Pierre Bernès. C'est quelqu'un vraiment qui mérite d'être connu. C'est vraiment un personnage, je tiens à le dire. J'ai aucune anecdote, mais bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Alors Jean-Pierre, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer cette décision qui a eu lieu vendredi dernier et qui va quand même révolutionner le marché des transferts, l'économie des clubs, des joueurs, etc. Oui, pour moi, quand j'ai pris connaissance de cette décision, je l'ai trouvée incompréhensible et qui, pour moi, va à l'encontre des intérêts du football en général et des clubs et des joueurs en particulier. Et je crois que c'est méconnaître vraiment l'économie du football pour prendre une telle décision. Alors, bien évidemment, le football doit être géré, il doit y avoir des règles, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut savoir que l'économie du football, l'économie des clubs, il y a deux sources de revenus qui sont très importantes. Ce sont les droits télé et ce sont les transferts. Et si vous supprimez les transferts, c'est-à-dire que vous allez supprimer une source de revenus capitale pour la vie des clubs, parce que le capital joueur est très très important pour les clubs. Et je trouve que les victimes d'une telle décision, contrairement à ce qu'on peut penser, ça sera bien évidemment les clubs et ça sera aussi les joueurs. Alors, est-ce que, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs, est-ce que les transferts vont disparaître? C'est-à-dire que demain, un joueur a envie de partir, parce qu'il, je sais pas, il s'engueule avec son entraîneur à l'entraînement, qui lui dit tu vas jouer à droite, ben non, moi je veux rester dans l'axe, donc je pars. Qu'est-ce qui va changer exactement? Les joueurs vont pouvoir partir comme ça? Oui, c'est l'orientation que cette décision veut faire reprendre, mais bon, c'est pas encore une décision qui va être entérinée globalement, parce qu'en plus, la FIFA a horreur que les mêlent fassent de l'ingérence dans le monde sportif. Et le monde sportif a bien raison pour ça. Parce que je ne pense pas que le monde politique soit un modèle. Donc, je pense que justement, je pense que c'est une orientation que la Commission européenne préconise. Mais je pense qu'elle ne va pas être encore entérinée parce que quand on va expliquer justement l'économie du football, ce que c'est, je veux dire, le football européen et le football français en particulier est un football sous perfusion.
il vit uniquement grâce aux droits télé et grâce aux transferts. Et je veux dire, si demain matin vous supprimez cette manne, je veux dire, c'est pas possible, c'est pas tenable. Et les joueurs, je pense, font un mauvais calcul. Ils font un mauvais calcul parce qu'ils le retrouveront au niveau des rémunérations, bien évidemment, parce que les clubs seront moins riches, auront moins de capacité financière pour assumer des salaires qui sont quand même dans le football des salaires importants. Et je pense que pour moi c'est une décision qui est pas bonne pour le football. Juste pour recontextualiser, Philippe, tout part de l'affaire Lassana Diarra. C'était il y a 10 ans, en 2014. À l'époque, il était joueur du Lokomotiv Moscou. Absolument. Après un an de contrat, le Lokomotiv Moscou, mécontent de ses performances, dit qu'il veut baisser le salaire de Lassana Diarra, à qui restait 3 ans de contrat. Lassana demande à partir parce qu'il n'est pas content de l'échange qu'il a. Et à ce moment-là, le Lokomotiv dit que Lassana n'honore plus son contrat, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, lui demande juste à être transféré. Il veut partir à Charleroi. Charleroi ne peut pas. Finalement, Marseille le rachète non pas pour 20 millions, ce que réclamait le Lokomotiv Moscou, mais pour 10 millions. Donc en fait, il paie quelque part la clause de libération de Lassana Diarra. Et suite à ça, donc on est 10 ans après, on est en 2024. Donc la Cour de justice européenne, en fait, elle remet en question les droits de transfert de la FIFA. Donc c'est intéressant, c'est très politique là aussi. C'est-à-dire que c'est le droit européen qui attaque la FIFA, qui est un droit mondial, qui est celui du football, en disant sur 2 articles, c'est comme pour l'arrêt Bosman, c'était sur 2 articles, ça s'était joué. Sur 2 articles, vous ne respectez pas nos traités à nous européens. Donc en fait, on vous remet en question. J'ai juste une question, c'est pour recontextualiser, j'ai une question, Jean-Pierre, par rapport à ce que vous dites. J'entends qu'au final, que ce soit notamment en France, les clubs et les joueurs vont être perdants, mais on a quand même vu ces dernières années, quand il restait un an de contrat, les lofts qui étaient créés, des situations de pression quand même de la part des clubs sur les joueurs. Est-ce que quelque part il n'y a pas un juste milieu à trouver, sans être peut-être aussi extrême que la direction comprend? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver là, dans ce rapport de force? Non, c'est sûr, je pense qu'il faut effectivement trouver un équilibre. Mais quand un joueur signe un contrat, et un club signe un contrat, il faut assumer ses obligations, que ce soit le club et que ce soit le joueur. Oui. Parce que des fois, bien évidemment, un joueur veut partir et le club ne veut pas. Après, un club veut faire partir le joueur veut pas. Donc je pense que tout doit se faire. Le mot loft, bon déjà, c'est un mot que je bannis dans le sport, dans le football, parce que je veux dire, quand on est dans un club, qu'on a signé un contrat, on respecte ses obligations. Et mettre les joueurs de côté, je trouve pas ça comme une décision vraiment qui serve à la fois les intérêts du club et l'intérêt du joueur. Donc je pense qu'on a un système de transfert, une sphère de transfert qui tient la route avec justement, je veux dire, le capital, le plus important dans un club de football, c'est le capital joueur. C'est d'avoir un capital. Et si vous ne pouvez pas monnayer votre capital, si vous ne pouvez pas vendre le travail que vous avez fait. En plus, il faut savoir que la France est un grand pays de formation. Pays de formation. Oui. Vous avez beaucoup de joueurs français qui Deuxième plus gros formateur du monde derrière le Brésil, il me semble. Voilà, donc vous avez toute la formation française. Et la formation française, vous vous rendez compte ce qu'elle a rapporté au club français? Je veux dire, tous les grands joueurs français sont à l'étranger, dans tous les grands clubs européens. Oui. Et regardez les ressources, les revenus que ça a fait pour certains clubs français. Si ces clubs français n'avaient pas eu ces revenus, ils n'auraient pas pu tenir. Donc on ne peut pas supprimer. Déjà que le football français est en difficulté économiquement, et tout le monde attend de chaque jour les droits télé. Si en plus vous supprimez des revenus de transfert, des mutations qui représentent quand même le travail que des fois certains clubs font pendant des années, je trouve ça complètement illogique et qui va pas dans l'intérêt ni des clubs ni des joueurs. Guy Carlier. Deux questions, Jean-Pierre. D'abord, donc c'est une décision de la Cour de justice. Elle est susceptible d'appel, ou quand cela deviendra-t-il effectif? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, je ne sais pas au niveau juridique. Là, je ne suis pas avocat. Bon, il faut voir les avocats comment. C'est vrai qu'ils ont fait. Il y a eu une décision qui a été prise. D'après les attendus que j'ai lus, c'est que la Cour de justice européenne et la FIFA vont sûrement rentrer en contact, discuter, échanger sur cette décision. Mais je pense que voilà, pour prendre une telle décision, il ne faut pas connaître l'économie du football. L'économie du football est une économie particulière. Oui. C'est pas une économie. C'est pas l'automobile ou donc il va y avoir des négociations. Mais il y a déjà une réponse de la FIFA. La FIFA a déjà répondu qu'elle ne s'opposait pas à cette décision de la Cour de justice européenne à partir du moment où ça ne remettait pas le modèle global des transferts en cause. Mais je suis assez d'accord avec Jean-Pierre, le modèle est déjà remis en cause. Le modèle est remis en cause. Et Jean-Pierre, vous parliez du salaire et des revenus des joueurs. Mais les joueurs, il y aura plus, les clubs ne vont plus payer de transferts. Mais ils vont donner des primes à la signature. Ça va jouer sur les primes à la signature qui vont être monstrueuses.
Non, mais il faut que les clubs, non, mais pour payer des primes à la signature monstrueuse, il faut avoir les revenus. Oui, les clubs français n'ont pas les revenus. Oui. Les revenus, ils les ont pas. Ils vivent uniquement sous perfusion, les clubs français aujourd'hui. Donc, ils vivent par les droits télé, qui est une manne importante dans le budget des clubs. Ça représente un pourcentage très, très élevé. Et la chance qu'ont les meilleurs clubs, c'est de pouvoir travailler sur la vente de leurs joueurs. Si vous n'avez pas un capital joueur dans un club aujourd'hui, vous êtes en grosse difficulté économique. Donc, si vous avez un gros potentiel joueur, un capital joueur, c'est pour le monnayer. Ça fait partie de l'économie du sport, l'économie du football. Mais Jean-Pierre, il nous reste 1 minute 20. Est-ce que on vous connaît les problèmes qu'il y a pour les droits télé en France? On en a parlé, on en a reparlé et on va encore longtemps en parler. Quand on voit cette décision, est-ce que le modèle économique du foot français, c'est le plus en danger suite à cette décision en Europe? Non, ce sera une décision globale au niveau européen. Je veux dire, tout le monde sera touché aussi, même dans tous les pays, en Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, les principaux pays européens en matière de budget. Je pense que tout le monde, ça peut être effectivement un tremblement de terre, entre guillemets, dans l'économie du football. Mais je pense qu'il faut l'éviter. Et je suis surpris justement de la réaction que les joueurs ne voient pas ce qui peut se passer. Parce qu'au départ, c'est vrai, on dit, voilà, je pourrais quitter mon club quand je veux, en payant les deux années qui restent, oui. Je calcule mon salaire multiplié par 24 mois, je m'en vais, merci monsieur, à la prochaine. Ça va pas se passer comme ça. Et à l'arrivée, ils seront perdants. C'est pour ça que je trouve le calcul est pas bien fait. Alors c'est vrai que ça donne une plus grande liberté pour les joueurs. Mais les joueurs, il ne faut pas qu'ils oublient que leur employeur, ce sont les clubs. Ce sont les clubs qui les rémunèrent. Et pour rémunérer les joueurs, il faut que les clubs aient les moyens de le faire. Merci beaucoup Jean-Pierre Bernès, agent de joueurs et d'entraîneurs qu'on était très heureux d'avoir avec nous. Merci Guy Carlier, merci Emmanuel Galasso, merci Maxime Sénat pour ses pronostics. On va jouer après l'avoir écouté. On se retrouve mardi prochain pour les vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime Sénat. Tout de suite, les clés d'une vie, Jacques Pessis qui reçoit Laurence Gilles. À demain, 17h pour les vraies voix avec Cécile de Ménibus.